Alors, je suis députée de la vallée voisine de la Roya, à savoir la vallée de la Vésubie, qui a également été frappée par la tempête Alex. Euh, pour ma compréhension personnelle, mais également pour celle de ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement votre ingénierie, ce que vous apportez? Donc là, typiquement sur la tempête Alex, je crois comprendre que vous n'êtes pas intervenu du coup sur les vallées de la Vésubie et de la Tinée, sur lesquelles, en matière d'ingénierie, donc nous avons les services de la métropole Nice-Côte d'Azur qui sont intervenus pour prévoir l'avenir et les nouvelles infrastructures qui devront être mises en place en lieu et place des ponts qui ont été détruits ainsi que d'un certain nombre de voiries. Je me souviens au moment de cette crise que l'armée avait été envoyée en urgence sur place dans la vallée de la Roya pour pouvoir créer des ponts provisoires. Est-ce que vous, votre vocation, elle est de travailler avec l'armée dans l'urgence lorsque vous intervenez à chaud? Et quand vous parlez d'intervention à froid, est-ce que très concrètement, vous envoyez aux collectivités territoriales des approches en leur expliquant attention, votre territoire est sujet à un risque de tempête, est sujet à un risque de vague submersion et autres, en leur proposant de mieux aménager leur structure et leur mode de fonctionnement. Est-ce que parce que j'ai vraiment du mal à comprendre la manière dont vous fonctionnez et dont vous travaillez. Excusez-moi hein, si vous faites Ah non, non, mais si vous je avez vous oblige à complètement faire de raison. la redite, mais j'ai vraiment besoin de comprendre et je pense Euh, que ceux qui nous écoutent aussi. non, vous avez complètement raison. Euh, il y a effectivement, je crois que vous avez raison, il faut séparer les deux modes d'intervention, à chaud et à froid. À chaud, on est le plus souvent en appui de l'État et des services de l'État. Ce qui s'est passé typiquement sur la Roya et plus globalement sur l'événement. On peut aussi être en appui du Conseil général, ce qui est le cas d'ailleurs sur un certain nombre d'infrastructures sur la Roya, sur les aspects routiers. C'est vrai qu'on est plus rarement à chaud en appui des collectivités, tout simplement parce que euh, la façon dont on peut intervenir pour les collectivités est encore un petit peu compliquée. Ça changera peut-être après la loi 4D, enfin ça devrait changer après la loi 4D, mais les constantes de temps font que typiquement c'est assez compliqué. Alors pour le coup, on a fait un certain nombre de choses sur la métropole de Nice, mais c'est vrai qu'on est plutôt en second rideau. À froid, effectivement, ce qu'on est capable de proposer à des collectivités, c'est bien d'avoir une réflexion complètement globale sur leur stratégie d'aménagement. Je ne sais pas, Nicolas, si tu peux donner un exemple dans une collectivité, par exemple, qui donnera une chose un peu concrète sur ce qu'on arrive à produire, quoi. Sur alors, si on parle des choses à froid, en effet, hein, sur une collectivité, par exemple, ce qu'on a fait dans la Nièvre, ça me semble intéressant sur l'adaptation au changement climatique, c'est qu'on a regardé les différents phénomènes physiques que généreront le dérèglement climatique, hein, les hausses de température, les phénomènes plus extrêmes d'inondation, de tempêtes, les sécheresses de sol. Et puis on a regardé sur un certain nombre de toutes les composantes du territoire, sur l'agriculture, sur l'eau, l'urbanisme, les bâtiments, les infrastructures. C'était quoi les impacts aujourd'hui, les impacts attendus sur le long terme. Et donc ça, c'était intéressant parce que ça permettait déjà de prendre conscience que ce type de territoire, par exemple, pouvait être touché. Ça faisait prendre conscience, puisque c'était fait de manière collective, à tous les acteurs finalement que eux-mêmes pouvaient être touchés. Donc c'est ce que disait M. Berthaud, il y a un effet aussi de diffusion, c'est-à-dire que tous les gens qui participent à ces ateliers, quand ils retournent dans leurs entreprises, leurs associations, leurs services, ils se disent ah bah tiens, nous aussi, on a aussi notre problème et notre part à prendre sur ce sujet. Et donc après, ça a aussi permis de voir les effets dominos, de se dire mais s'il y a tel ou tel phénomène qui tombe, finalement ça entraîne par effet boule de neige les autres. Par exemple, là, il y avait le stress hydrique, qui n'était pas forcément quelque chose de extrêmement cerné à la base, et puis de se dire, mais finalement, si on a des problèmes sur l'eau, ça veut dire qu'on a des problèmes sur notre industrie, notre problème sur notre agriculture, notre problème sur notre tourisme, notre problème sur... Voilà. Et donc c'est ça, à froid, on essaye aussi de regarder. C'est des choses très concrètes, et je sais que, par exemple, le département était extrêmement
extrêmement satisfaits de la façon dont ça s'était passé. Et puis derrière, on avait même, par exemple, travaillé sur les infrastructures dans ce département en regardant quel tronçon d'infrastructure allait être soumis à tel ou tel phénomène. On avait travaillé aussi sur la vulnérabilité économique du tissu d'entreprise, alors avec des méthodes un peu grande maille, mais c'était quand même intéressant de voir, voilà, selon la typologie d'entreprise et les aléas attendus sur ce département, qu'est-ce qui pouvait être, voilà, ça donnait des ordres de grandeur en matière d'impact sur l'emploi, sur les entreprises. Et donc après, il faut aller plus loin, mais ça permettait aussi de dégrossir. C'est-à-dire qu'après, derrière, ça permet de bâtir effectivement une stratégie d'adaptation sur laquelle, là, il y a un travail de fond qu'on fait avec les collectivités sur les différentes hypothèses. Tu sais, nous, ce qu'on pense profondément sur le changement climatique, c'est que aujourd'hui, on a d'un côté des gens qui disent « ouais, bon, c'est pas un sujet important, etc. » Là, je parle de l'adaptation. Et de l'autre côté, des gens qui disent « ça va être la fin du monde ». Nous, ce qu'on développe, effectivement, c'est que c'est ni négligeable ni la fin du monde, mais qu'il y aura des conséquences qui seront assez majeures à 20 ans, à 30 ans. Simplement, si on s'en préoccupe aujourd'hui, on est capable effectivement d'adapter. Si c'est en agriculture, c'est d'adapter les cultures d'un côté ou développer des réserves lorsqu'on peut. Si c'est dans le tourisme, c'est de trouver des méthodes qui soient plus compatibles avec le changement climatique, etc. Et que, en gros, en s'y prenant maintenant, on peut effectivement commencer à développer des solutions qui font que dans 30 ans, ça ne sera pas la catastrophe. A contrario, si on ne s'en occupe pas maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, effectivement, ça sera la catastrophe. Typiquement, pour prendre le sujet inondation, comment dire, je vais peut-être vous choquer, mais nous, ce qu'on a vu sur la Roya, il y a des choses, c'était évident que ça arriverait un jour, quoi. Si vous voulez, alors on peut toujours dire oui, c'est l'événement millénaire, le machin, etc. Enfin, sauf que les fréquences des événements sont complètement en train de bouger et que si on n'adapte pas notre stratégie d'aménagement du territoire, on aura de plus en plus de problèmes comme ce qui s'est passé dans la Vésubie ou dans la Roya. À un moment, sur le littoral, les simulations qu'on fait pour le moment, c'est que les tempêtes qui étaient centennales, c'est-à-dire que statistiquement avaient 1% de chance d'arriver chaque année, on pense qu'en 2100, on me dirait c'est dans 80 ans, mais enfin quand même, on pense qu'en 2100, elles seront quasiment annuelles ou bisannuelles, c'est-à-dire qu'une chance sur deux d'arriver chaque année. Je veux dire, à partir de là, on ne peut pas avoir le même aménagement du littoral quand la grosse tempête, qui pour l'instant apparaît comme complètement exceptionnelle, elle va se produire tous les 2 ans. Et donc voilà, si vous voulez, nous, c'est vraiment ça qu'on développe, c'est à la fois essayer de se projeter sur la façon dont les conditions peuvent évoluer et derrière travailler avec les collectivités, avec les services de l'État sur finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même plusieurs décennies pour s'adapter. Donc comment on fait pour dès aujourd'hui commencer à s'adapter? Monsieur le rapporteur, si vous me permettez de reprendre ce que vous dites sur la Roya et le fait que c'était attendu, bon, je ne me permettrai pas d'en juger, je ne connais pas assez bien la vallée de la Roya. Mais concernant la vallée de la Vésubie, certains commentateurs nationaux disaient qu'effectivement, c'était le genre de choses qui pouvaient arriver parce que des maisons étaient dans le lit de la Vésubie. Bon, très franchement, quand on voit l'ampleur de la catastrophe et les maisons et chalets qui étaient en hauteur à une distance importante de la Vésubie et qui ont été détruits avec des pans entiers de murs sur des kilomètres et à des hauteurs astronomiques qui ont disparu, voyant le paysage avant-après, très franchement, un phénomène de cette ampleur-là, c'était pas forcément quelque chose que nous, en tout cas, en tant que locaux, on pouvait envisager, même imaginer. Par contre, je voudrais revenir sur un autre point, si vous me le permettez. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est sur votre mode de fonctionnement. Comment se passe la saisine? Est-ce que c'est au territoire de vous saisir? Est-ce que de vous-même, vous faites un audit sur le territoire national pour comprendre comment les choses se passent et que vous alertez ensuite l'État en disant attention,
il y a tel risque qui risque de devenir plus important, de s'accroître sur tel territoire, il faut envisager un changement dans l'aménagement du territoire. Enfin voilà, vraiment, j'aimerais comprendre comment vous fonctionnez. Je vais y venir. Juste pour finir sur, moi je ne connais pas suffisamment la VSUBI. Simplement, il se trouve qu'à titre personnel, j'ai été directeur de l'eau au plan national pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai géré un certain nombre de crises d'inondation. Il y a quand même deux constantes qu'il faut avoir. Enfin, en tout cas, une qu'il faut avoir, c'est qu'en réalité, la mémoire du risque est très, très faible. Moi, j'ai connu des situations, je vous jure que c'est vrai, c'était même avant d'être directeur de l'eau, où vous aviez des gens qui venaient vous voir en vous disant « mais pourquoi vous voulez limiter la constructibilité sur mon terrain? Il n'a jamais été inondé. » Vous ressortiez des photos aériennes de 10 ans avant, hein, pas 50 ans avant, 10 ans avant, où le terrain avait 1 mètre d'eau dessus. Et les gens étaient sincères, parce qu'évidemment, il y a aussi les gens, les voyous, les machins, mais c'est pas ça. Donc, la mémoire du risque est très courte, il faut l'avoir en tête. Et deux, j'insiste vraiment sur cette question d'accélération des fréquences. C'est le changement climatique, parce que, évidemment, les scientifiques, pour simplifier le discours, et on le comprend, on parle de température. On dit c'est plus 2 degrés, plus 1,5, plus 3. Nous, notre analyse, c'est qu'évidemment, il y a un sujet d'augmentation moyenne des températures, mais il y a en plus, et c'est même probablement plus grave, un sujet d'accentuation des phénomènes extrêmes. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est une certitude. Je veux dire, les phénomènes qui étaient centenaux, ben, ils seront peut-être trentenaaux demain, etc. etc. Et donc, vous avez raison quand vous dites, nous, les gens, personne n'y pensait. Ben oui, bien sûr, mais c'est cette évolution-là qui est en train de se faire et à laquelle il faut s'adapter. Alors, sur le CEREMA, donc effectivement, nous, on est héritier des services techniques du ministère de l'Équipement, hein, pour simplifier. On a donc restructuré complètement la boutique et on travaille dans 6 domaines d'activité qui sont schématiquement efficacité énergétique des bâtiments, la mobilité, les infrastructures, un certain nombre de risques et de nuisances, littoral et mer, et puis effectivement cette idée d'expertise territoriale intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille, à plus de la moitié dans des champs d'activité qui sont dans la compétence institutionnelle des collectivités. Et donc, évidemment, nous, on travaillait initialement quasiment que pour l'État. Et donc, l'enjeu majeur, quelque part, il y a quand même eu une décentralisation, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse travailler pour les collectivités. Aujourd'hui, on a mis en place avec la NCT un dispositif où, si une collectivité souhaite l'appui du CEREMA, il suffit qu'elle nous saisisse. On a 3 à 5 jours d'expertise qui sont complètement gratuites. Ça permet des experts de dégrossir les sujets, etc. Et puis, si la collectivité souhaite aller plus loin, ce qui est le cas en gros dans 10% des cas, là, on passe dans un dispositif effectivement financé où en gros le CEREMA en finance la moitié et l'autre moitié est financée par la collectivité avec l'aide de la NCT. C'est notamment pour les toutes petites collectivités, la NCT finance la totalité. Pour les collectivités un peu plus grosses, c'est le barème qu'ils ont adopté. Derrière, ce qu'on est surtout, donc ça, on a mis ça en place depuis la fin de l'année dernière et ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis au-delà, évidemment, le vrai sujet, c'est qu'à partir du moment où les sujets dont on s'occupe sont majoritairement des sujets de compétences institutionnelles, collectivités, il faut qu'on arrive à trouver des façons juridiques de travailler beaucoup plus simplement et en quelque sorte qu'on puisse travailler avec les collectivités comme elles travaillent avec leur SPL, avec leur agence d'urbanisme, etc. Et ça, c'est l'objet de l'article 48 de la loi 4D qui vise en fait à transformer le CEREMA en un établissement qui soit à la fois établissement public national et à la fois établissement public local. C'est-à-dire que les collectivités puissent adhérer au CEREMA et dès lors bénéficier de tous ces services dans un cadre hyper simplifié. Alors ça, c'est l'article 48 de la loi 4D, donc il faut que la loi 4D soit votée, soit publiée, qu'on sorte le décret d'application, même s'il est prêt, et c'est donc quelque chose qui normalement devrait se mettre en place à la fin de l'année 2022.